Et là, du coup, j'ai décidé de tester ça pour cette nuit, en rajoutant un assez grand cône en papier, de façon à augmenter la sensibilité de détection sonore pour à peu près du 4 mètres. Un système comme ça peut s'avérer très pratique dans une chambre où on n'a pas de lampe tout près de la tête de lit. Comme ça permet d'allumer avant de se lever ou d'éteindre en étant déjà couché. Voilà maintenant le schéma de mon premier montage. Vous voyez qu'il était un petit peu compliqué. Quand je l'ai montré à Philippe de Mérillac, il m'a dit oula, tu te compliques bien la vie, il y a beaucoup de choses qui servent à rien et que tu peux supprimer, notamment ta bascule RS construite avec des portes non OU. T'en as pas besoin parce qu'en fait ton CD 4017 il peut directement te servir de bascule. Donc si tes deux sorties Q0, Q1, tu viens les brancher directement, une à ta LED et l'autre à l'entrée de ton transistor qui commande le relais, ça marchera tout aussi bien. Donc effectivement, j'ai viré les deux portes non OU qui me font ma bascule RS, puisque du coup j'en ai pas besoin. Et puis également, il m'a dit ton transistor en amont du CD 4017, c'est pas la peine, puisque vu qu'un CD 4017 il ne prélève que de la tension et pas du courant, parce qu'il a une très grande impédance d'entrée. Donc ça, ces termes d'impédance, pendant 2 ans, j'y comprenais rien, donc maintenant je comprends, donc j'essaye de vous expliquer un peu. Ça veut tout simplement dire qu'en porte d'entrée, le CD 4017, vu qu'il a une grande impédance, c'est l'équivalent d'une grande résistance. En fait, il n'y a aucun courant qui va rentrer dans le CD 4017 en entrée. Et en entrée, le CD 4017, il va simplement lire une tension. Donc effectivement, c'est pas la peine d'aller mettre un transistor pour amplifier du courant comme je l'ai fait là, vu que le CD 4017 ne prélève pas de courant. Donc j'ai effectivement enlevé ce transistor et effectivement ça marche tout aussi bien. Donc voici maintenant le nouveau schéma simplifié que je vous explique dans le détail. Alors voici le schéma définitif. On retrouve ici mon alimentation de la breadboard en 5 volts. Alors j'ai un premier segment ici avec une résistance de 10K ohms en série avec mon micro Electret. Cette première résistance sert à polariser le micro Electret comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Ensuite j'ai un deuxième segment avec une résistance de 100K ohms et un potentiomètre. Pour moi, le potentiomètre a le bon réglage quand il est sur 65K ohms, sachant que je ne relie pas la troisième patte, je relie que 2 pattes de mon potentiomètre. Et comme je l'explique ici, R2 et le potentiomètre forment un pont diviseur de tension qui permet d'avoir au repos, c'est-à-dire quand le micro n'émet aucun signal, ça me permet d'avoir une tension proche de la tension de déclenchement de l'entrée du CD 4017, la patte ici de l'horloge, puisque justement cette patte d'entrée d'horloge va modifier le comportement du CD 4017 à chaque fois qu'elle recevra un signal haut et que ça sera suivi d'un signal bas. Donc pour avoir une alternance de signal haut et de signal bas, il faut que au repos, j'ai une tension qui est très proche justement de cette bascule de signal. Entre mes deux segments, je mets un petit condensateur de 200 nanofarad et ce condensateur va me servir à isoler les deux branches dans leurs composantes continues et à ne laisser passer que le signal alternatif émis par le micro quand il reçoit du son. On retrouve ici le segment qui va vers l'entrée in du CD 4017 qu'on appelle aussi l'horloge. Il faut bien sûr penser à alimenter le CD 4017. Il y a une patte qui va vers l'aliment 5 volts, une patte qui va vers le moins. À chaque fois qu'il y a ce petit symbole, ça veut dire que c'est relié au moins du circuit dans mon cas. Alors après, pour le fonctionnement du CD 4017, je vous renvoie à ma série Tronic Aventure. J'ai une vidéo qui explique bien le fonctionnement du CD 4017. Donc je vais redonner simplement là quelques éléments. Moi je vais me servir que de 3 sorties. La sortie Q0, Q1 et Q2. Et donc ce CD 4017 va me servir en fonctionnement comme une bascule. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un train haut suivi d'un train bas qui va rentrer par la porte d'entrée de l'horloge, eh bien la sortie va passer successivement de Q0 à Q1, à Q2 et à Q0. Alors c'est important, c'est ce que je mets ici, il faut bien penser à relier la sortie Q2 à reset, puisqu'on ne va utiliser que 2 sorties parmi les 10 que comprend le CD 4017, puisque je répète, à chaque variation de signal d'entrée de l'horloge,
eh bien les sorties vont passer successivement de Q0 à Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 et ainsi de suite jusqu'à Q9. Et moi je ne veux pas que j'ai à taper 10 fois dans les mains pour changer d'état. Donc moi je vais me servir que 2 sorties, ce qui fait qu'à chaque nouveau signal, il va passer de Q0 à Q1 et à Q2. Et quand il va arriver à Q2, comme la sortie de Q2 est reliée à l'entrée reset, il va réinitialiser et revenir à Q0. Ensuite, la sortie Q1, moi dans mon cas, je l'ai reliée à une LED et une résistance en série. Alors comme je le dis ici, cette LED et cette résistance, c'est pas du tout obligé, c'est juste pour le fun d'avoir une petite LED qui ferait par exemple une LED témoin de mise sous tension, comme quoi le système est bien sous tension, sachant que c'est pas vraiment nécessaire puisque dans la carte d'alim de la breadboard, j'ai aussi une petite LED qui s'allume en vert. Donc voilà, moi simplement je l'ai mis pour le fun, mais c'est pas obligé. Et puis la résistance, si on veut que la LED soit assez lumineuse, par exemple pour le jour, eh bien vaut mieux prendre 100 ohms. Par contre, c'est vrai que si on utilise ce système dans une pièce sombre, ce qui est quand même le but principal, par exemple dans une chambre, eh bien une LED allumée avec une résistance de 100 ohms va vous empêcher de dormir. Donc moi dans mon cas, je suis monté à 30 kΩ, mais on peut trouver une résistance encore plus importante de façon à ce que la LED émette une très faible lumière qui ne nous gêne pas pour dormir, mais qu'on puisse quand même voir pour s'assurer que le système est en marche. Mais voilà, comme je dis, c'est pas du tout obligé. Et la sortie Q2, je la relie à l'entrée, à la base d'un transistor à travers une résistance de 14,7 kΩ. Et ce transistor, il est nécessaire puisqu'il va servir à amplifier le courant de Q0 qui n'est pas assez puissant pour piloter le relais. Puisqu'après, derrière, le but c'est de déclencher l'allumage d'une ampoule en 12 volts. Et que pour ça, comme je change de tension, parce que là je suis en 5 volts, et je veux piloter un circuit de puissance qui est en 12 volts, donc je passe par un relais. Et le relais, pour l'alimenter, il me faut un courant plus puissant que le courant fourni par Q0. Donc je passe par un transistor BC547 qui va amplifier le courant de la base de façon à ce que le relais fonctionne bien. Et puis j'ai rajouté une diode de roue libre, comme je l'ai appris dans une de mes précédentes vidéos, pour protéger le circuit au moment de la coupure du relais, puisqu'à l'intérieur il y a une bobine, et que comme on l'a vu dans une précédente vidéo, quand on met hors tension une bobine, on a une forte surtension au moment de la coupure, et ça pourrait endommager des composants qui sont dans le circuit. Donc cette diode de roue libre permet d'amortir tranquillement la coupure de notre relais sans créer une surtension dans le circuit. Donc moi j'utilise un accu LiPo 3S, mais on peut très bien utiliser un transfo ou un adaptateur. Et comme je vous l'ai dit, moi j'utilise une lampe 12 volts de petite lampe de bureau. Après on peut imaginer aussi de piloter non pas une simple lampe 12 volts, mais par exemple une télécommande de lampe halogène. Donc ça je l'avais fait sur une alarme incendie, où j'avais couplé ma lampe halogène avec mon détecteur de fumée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc tout ça en passant par une prise avec télécommande. Pour aider à la compréhension du montage, je vais vous montrer ce qui se passe au niveau de l'oscilloscope en branchant une sonde à ce niveau-là, au niveau de l'entrée de l'horloge. Donc simplement, je mets un fil de sonde ici, un fil de sonde sur le moins du circuit. Voilà, j'ai maintenant branché la sonde à l'entrée du CD4017, comme je l'expliquais tout à l'heure. Pour info, je vous signale que moi, un carreau équivaut à 1 volt dans mon réglage. Donc on voit que j'ai une tension de repos en entrée de CD4017 qui est de 2 volts. Donc ça s'apparente pour lui à un signal bas. Et à chaque fois que le micro va recevoir un signal sonore, il va créer un petit courant alternatif qui, à travers le condensateur, va venir s'ajouter à cette tension de repos de 2 volts. Et donc les crêtes hautes de mon signal alternatif vont venir s'ajouter aux 2 volts. Ce qui fait que par exemple, si mon micro il envoie un signal alternatif en crête à crête de plus 0,4 et moins 0,4 volts, eh bien, il y a un moment où, en entrée du CD4017, je n'aurai plus du 2 volts qui est la tension de repos, mais j'aurai 2,4 volts. Et ce 2,4 volts va, par exemple, le faire basculer, puisque pour lui, ça s'apparentera à un signal haut. Et comme à chaque fois que le CD4017 reçoit une alternance de signal haut et de signal bas, ça lui fait basculer ses sorties, et bien à chaque fois qu'en entrée j'aurai un signal maximum qui dépasse sa tension de bascule, et bien du coup ça le fera basculer au niveau de ses portes de sortie. Là par exemple je vais émettre un son qui ne fait pas basculer la porte d'entrée du CD4017 parce qu'il n'aura pas assez d'amplitude.
Voilà, donc là on voit qu'il y en avait un beau petit signal alternatif qui se rajoutait à ce courant continu de 2 volts. Donc au lieu d'avoir 2 volts, bah, j'avais par exemple plus 2,2 plus 1,8. Mais ça n'a pas suffi à faire déclencher le CD4017, à le faire basculer. Et maintenant, je vais émettre un signal avec plus d'amplitude, puisqu'on voit que c'est une question d'amplitude pour faire déclencher le CD4017. Voilà, donc là on a bien vu qu'à chaque fois que j'ai émis un son qui a créé une amplitude assez importante, eh bien ça déclenchait la bascule du CD4017. Alors voilà la vue très rapprochée du montage. Ici j'ai la carte d'Alim. Après je fais des pontages pour renvoyer le courant qui est ici sur la carte d'Alim sur cette plaque là et sur cette plaque là. Et par contre sur cette plaque là, j'alimente une ampoule 12 volts avec un accu lithium polymère 12 volts. Mais je pourrais très bien me servir d'un petit transformateur adaptateur 12 volts. L'ampoule qui est là de 12 volts dont je me sers comme allumage, eh bien c'est une ampoule qui provient de petites lampes de bureau, voilà, de ce genre-là, Philips 20 watts en 12 volts. Elles sont ici. Donc en plus c'est des ampoules qui ont deux petites pattes qui se plantent très bien sur la breadboard. Ici il y a le micro Electret. Ici il y a le potentiomètre que j'ai rajouté pour régler la sensibilité du système. Ici la puce TTL CD4017. Ici j'ai mon relais de RT. Là je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mon transistor BC547. Moi j'ai choisi d'allumer une LED verte en position d'extinction de cette ampoule, un peu pour montrer que le système est sous tension, mais ça fait un peu doublon avec la LED de la lime de la breadboard. Et puis on peut atténuer la luminosité de la LED verte en mettant une résistance en série encore plus puissante, de façon à ce que la nuit, on n'ait pas cette pollution lumineuse qui provient de ces LED. Ici, on voit la diode de roue libre aux bornes du relais. Voilà, donc tout ça fonctionne très bien sans Arduino, mais je pense qu'avec un Arduino, on pourrait avoir une sensibilité beaucoup plus grande et l'ajuster de façon assez fine pour avoir un déclenchement plus facilement, plus facile. Mais il ne faut pas non plus que ça se déclenche trop facilement, que le moindre bruit puisse déclencher le système parce que ça pourrait être gênant.